Chers abonnés, soyez salués. Nous allons continuer avec notre formation. Nous avons déjà développé avec le risque de crédit. Aujourd'hui, nous allons parler du risque de liquidité, le risque opérationnel. Nous allons commencer par la définition. Nous allons chercher à comprendre c'est quoi le risque de liquidité, les sources du risque de liquidité, les conséquences qui en découlent. Et nous allons parler des méthodes de gestion du risque de liquidité. Alors, voilà notre plan, ce qu'on va parler le risque de liquidité. Alors, par définition, je veux savoir c'est quoi la liquidité. Ici, on va voir liquidité. Liquidité, ici, quand on parle de liquidité, on voit ici l'argent. On voit l'argent. Liquidité, on peut remplacer ça par l'argent. On va appeler comme ça. L'argent, voilà. L'argent. Hein? L'argent. Donc, liquidité, voilà, l'argent. Alors, on va essayer maintenant de définir. D'accord? On va définir c'est quoi la liquidité. Déjà, vous comprenez ce qu'on appelle la liquidité. Quand on parle de liquidité, ici, on parle déjà de l'argent, l'immédiat. Hein? L'argent, voilà. Donc, par définition, le risque de liquidité, c'est un risque pour pour une société, par exemple, de microfinance, de ne pas disposer suffisamment de liquidité, c'est-à-dire l'argent. L'argent suffisamment d'argent à honorer à ses engagements à l'immédiat. Okay? Parce que vous savez, la microfinance a des engagements. Okay? C'est une société, par exemple, qui collecte des fonds du public, mais il a aussi l'engagement de exécuter les retraits. Parce que les clients, quand ils viennent faire les dépôts, déposer leurs fonds au niveau de, par exemple, une agence de microfinance, on va dire FM par exemple, ça c'est microfinance, établissement microfinance, FM, les clients déposent, mais les clients viennent aussi les clients viennent également faire le retrait. Donc il y a dépôt, il y a aussi retrait. Donc les clients qui déposent, les clients viennent aussi faire le retrait. Donc le risque de liquidité là, c'est l'incapacité, c'est-à-dire lorsque l'établissement n'arrive plus à honorer les engagements. Quels sont ces engagements-là? On voit ici le risque de le retrait client. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Le retrait client. Le client, l'établissement doit obligatoirement exécuter le retrait des clients parce que quelqu'un dépose son argent au niveau de l'établissement de microfinance, il a le droit à tout moment d'en disposer, venir faire un retrait. Ouais. Donc c'est ça. Retrait client, décaissement des crédits validés. D'accord? Donc au niveau de l'établissement de microfinance, les retraits, il y a des sorties au niveau des retraits des clients, il y a aussi des décaissements. C'est-à-dire lorsque on traite les dossiers, lorsqu'on on traite les dossiers, on soumet les dossiers à la direction valide les dossiers. Maintenant, la société d'établissement de microfinance doit décaisser, doit mettre à la disposition des clients ces crédits-là, ce qu'on appelle décaissement de crédit. On va décaisser ces crédits-là. C'est-à-dire on va accorder le crédit. Donc, c'est-à-dire le dossier de crédit a été déjà validé. Maintenant, ici, il faut accorder ce crédit-là. On appelle décaissement de crédit validé. Ce qu'on a déjà validé, maintenant, il faut mettre à disposition des clients les fonds. Donc, voilà pourquoi on appelle décaissement de crédit validé. On parle ici des charges opérationnelles, des charges qui permettent à la structure de fonctionner, justement de fonctionner. Ici, on parle par exemple des charges opérationnelles. On peut faire allusion aux factures d'électricité, par exemple facture d'eau, ou encore le local, là où se situe l'établissement. Et ici, on parle aussi de charges du personnel, parce que l'établissement fonctionne avec du personnel. Sans personnel, il n'y a pas de travail. L'établissement ne peut pas fonctionner. Donc,
L'incapacité du client à exercer ses engagements, on appelle ça engagement, hein, ses engagements à l'immédiat. Ok. Ça ne veut pas dire que la société n'a pas la capacité, mais à l'instant, il n'est pas, la société n'est pas capable d'exercer ces trois engagements-là. C'est ça qu'on appelle le risque de liquidité. Alors, comment se fait-il qu'on arrive là? Alors, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas juste comme ça lorsque les sociétés tombent sur ce cas-là. Il y a des explications. Par exemple, ici, il y a des sources. Il y a des sources au niveau interne. Au niveau interne, par exemple, on parle de mauvaise planification. On ne sait pas planifier les entrées et les sorties. Vous voyez? Donc, à tout moment, on se concentre pas forcément à décaisser les clients, On ne tient pas compte que les clients viennent pour, par exemple, prendre les crédits, mais il y a ceux qui viennent récupérer leurs épargnes. Donc, lorsque les clients font les dépôts, ils viennent aussi récupérer leurs épargnes, faire un retrait. Donc, il faut tenir compte de ça lorsqu'on organise les décaissements. Lorsqu'on décaisse les caisses de crédit sans tenir compte des retraits des dépôts, ça c'est de la mauvaise planification. Ça c'est au niveau des sources. Okay? Manque de planification, en tout cas, ça fait partie des sources internes de risque de liquidité. Alors, les sources, par exemple, sources externes ici, on fait allusion par exemple, vous savez, il y a des périodes. Hein, il y a des périodes où les clients ont tendance à venir faire des retraits au niveau des institutions de microfinance, pas seulement les microfinances, même dans les banques, il y a des périodes. Par exemple, il y a des périodes en octobre, par exemple, pendant la période de la rentrée, il y a plus, dans cette période-là, vous allez constater, il y a plus de retraits. Surtout au niveau des microfinances, les clients viennent faire beaucoup de retraits dans cette période-là. Il y a aussi la période du 8 mars. Période du 8 mars, du 15 août. Vous voyez, donc on a octobre, mois d'octobre. Octobre, ça c'est la rentrée. Hein, octobre. Il y a aussi décembre. Décembre. Voilà, décembre. Ouais. Décembre. Il y a 8 mars. 15 août. Ouais. À ces périodes-là, vous considérez bien qu'il y a plus de tendances de retrait. Vous voyez? Ça, c'est par rapport à la situation actuelle. C'est pendant la rentrée, les clients ont tendance à aller faire le retrait. Par exemple, pour les parents, préparer la rentrée des enfants. Pour les commerçants qui vendent par exemple des fournitures scolaires, ils vont aussi venir faire des retraits pour acheter soit de la marchandise. Vous voyez, ils peuvent venir faire des retraits en la période de décembre, période de fête. Les commerçants également vont venir faire des retraits dans leur compte pour augmenter le stock de marchandises. En même temps, les parents aussi viennent faire des retraits pour préparer voilà, la fête, acheter des habits, des jouets aux enfants, comme ça se passe vous le savez déjà. Le 8 mars, c'est surtout pour les dames qui vont venir faire des retraits pour aller. C'est-à-dire ici, par exemple, on fait allusion aux femmes, aux associations aussi, ils vont faire des retraits au niveau des agences pour aller dans ces périodes-là, là où il y a une forte demande de retrait. Vous voyez? Donc, lorsque vous, en tant que professionnel, vous ne maîtrisez pas ces périodes-là, vous pouvez tomber aussi dans une situation où vous avez plus des demandes de retrait et vous êtes dans l'incapacité d'exercer, d'effectuer ces retraits-là. Okay? Il y a aussi, en dehors de ces périodes-là, il y a aussi situation économique, politique. Vous voyez? Parce que, surtout en Afrique francophone ou en Afrique, lorsqu'on est proche des élections, vous voyez, les habitants, population se sentent maintenant en insécurité. Le fait de se sentir en insécurité là, ça pousse aussi aux clients de venir faire des retraits parce qu'ils ils ne sont pas en sécurité, ils se sentent pas en sécurité, donc du coup ils viennent faire des retraits. Ça aussi c'est une source externe. Hein. C'est lié à la situation sociale, politico-sociale, voilà, comme ça on appelle ça comme ça.
lié à la politique. Voilà. Donc là, au moment des élections, ces périodes-là, les clients viennent en masse faire les retraits de leur compte. D'autres ont des idées, parfois il y aura ceci, parfois il y aura des guerres, parfois il y aura ceci. Il y a un peu ces idées-là qui arrivent. Hein. Ils viennent parfois faire les retraits en masse au niveau de la structure. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors on a encore des sources opérationnelles. Sources opérationnelles, premièrement, mauvaise coordination entre agences, il n'y a pas de communication. Ouais. L'agence FM, lui par exemple ici, FM est située par exemple à Talangaï. Il y a une autre agence par exemple à Mungali, l'autre par exemple à Combo, voilà. Il y a des agences passées par là, mais il n'y a pas de coordination, c'est-à-dire il n'y a pas un système bien établi pour que si celui-là, par exemple, a une difficulté, il peut rapidement aller faire appel à l'autre, hein, à Talangaï, qui a l'agence qui se trouve à Talangaï, pour que l'agence de Talangaï puisse directement l'approvisionner. Vous voyez? Donc le manque de coordination aussi, ça crée ce problème-là, ça rentre dans le cadre de sources opérationnelles. Okay? On a aussi le manque de planification, d'anticipation des échéances. Ouais. Parce que si vous êtes un professionnel, vous attendez, par exemple, dans votre cadre, vous êtes une agence, vous attendez seulement le jour J pour faire le recouvrement des crédits que vous avez accordés, vous allez forcément tomber sur le risque de liquidité. Parce qu'il faut prendre l'élan. N'attendez pas le jour J, par exemple, le client va payer le 13. Vous n'attendez pas le 13 pour appeler le client pour vérifier son compte. Il faut prendre de l'avance. Par exemple, il faut prendre l'avance. Par exemple, déjà nous sommes par exemple on va prendre le 7. Vous prenez déjà de l'avance avant le 13. Je suis à savoir, il y a combien déjà le compte du client. Avant même 2 semaines, avant 2 semaines du remboursement, vous devez déjà prendre de l'avance sur ça, savoir est-ce que dans le compte du client, il y a déjà les fonds nécessaires pour le remboursement. Voilà pourquoi il est important de faire le suivi des crédits que vous accordez. N'attendez pas, il ne faut pas attendre le jour J pour faire le recouvrement. Le recouvrement doit être anticipé, mais pas sous forme de pression, parce qu'il faut respecter la convention du contrat. Le contrat dit le 13, c'est le 13 que le client va rembourser. Mais vous, en tant que professionnel, vous devez veiller à ce qu'il y ait déjà suffisamment quelque chose dans son compte, parce que dans le système, peu importe la manière dont votre structure est organisée, en tout cas, avant le jour J, vous devez déjà veiller. Hein, vous devez déjà veiller qu'il y a déjà l'argent dans son compte, où il y a presque la totalité déjà, pour que ça ne puisse pas créer des problèmes. Parce que le jour J, c'est difficile que le client soit en mesure de trouver les fonds nécessaires. Donc, pour éviter aussi que le client soit sous pression, vous devez veiller déjà à son contrat et sur sa manière de rembourser. Est-ce qu'il est déjà proche de son compte? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose? Donc, peu importe, je réitère, peu importe le niveau de votre organisation, comment votre établissement est structuré, vous devez déjà faire le suivi. N'attendez pas le jour J. Si vous attendez le jour J pour vérifier le compte du client, s'il y a déjà la totalité de son crédit, alors là, il va tomber forcément sur le risque de liquidité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les risques opérationnels. Ça rentre dans le cadre de risque opérationnel. Alors, on va parler des conséquences. Alors, les conséquences de risque de liquidité. Les conséquences, premièrement, c'est, vous voyez, lorsque vous, vous ne planifiez pas votre trésorerie, parce qu'ici, on fait déjà la trésorerie premièrement. Okay? On va faire déjà la trésorerie, ça veut dire que vous n'arrivez pas à maîtriser, à gérer, à planifier les entrées et les sorties au niveau de l'agence, forcément, vous serez en incapacité, déjà premièrement, d'exécuter les retraits des clients. Vous voyez, un client, par exemple, qui arrive à faire un retrait au niveau de l'agence, il se retrouve en incapacité d'effectuer son retrait. Qu'est-ce qui se passe? Le client
sera en état d'interrogation. Mais pourquoi je n'arrive pas à faire, pour quelles sont les raisons? Alors, les raisons qui seront évoquées au niveau de l'agence, il y a un problème de connexion. Vous voyez? Pour certains, ils vont comprendre. D'accord? Pour certains, quand vous dites qu'il y a un problème de connexion, bon, ça va, vont comprendre. Mais par exemple, supposons une maman qui va marcher, lui, il n'y a rien de tout ça. Lui, elle vient faire son retrait. Et vous lui dites que, par exemple, Madame Pauline, on va prendre un exemple, Madame Pauline, voilà, Pauline, elle vend les divers au marché, grand marché de Dolisie. Voilà. Elle vend au grand marché de Dolisie. Alors, le grand marché de Dolisie est organisé par section. Section divers, section produits congelés, et ainsi de suite. Elle est dans section divers. Elle, elle a sa table au marché, grand marché. Alors, elle a aussi ses amis aussi. Les amis aussi ont le compte à FM. FM, une institution, établissement de microfinance à Dolisie. Alors, Madame Pauline, elle vient faire un retrait. Au niveau de l'agence, il y a deux possibilités. Vous voyez? Soit au niveau des guichets, lorsqu'elle viendra faire un retrait au niveau du guichet, c'est-à-dire au niveau de la caisse, la caissière qui va recevoir va essayer de discuter avec Madame pour la faire comprendre. Puisque nous sommes déjà en situation de risque de liquidité, c'est-à-dire on n'a plus de liquidité. Parce que la caissière va dire non, non, on a un petit souci, problème de connexion. Il y a deux possibilités. Soit elle peut comprendre et n'est pas gérée, ouais, surtout si le besoin n'est pas urgent, s'il n'y a pas une urgence, si la question donne cette raison, par exemple, nous avons un souci avec la connexion. Parce que c'est très souvent ce qui se passe lorsqu'on tombe sur le risque de liquidité. Les raisons qu'on avance auprès des clients pour calmer la tendance, ouais, pour ne pas attirer l'agitation, on dit qu'il y a un problème de connexion. Ouais, c'est très souvent ou problème de connexion. Très souvent, c'est ce qu'on appelle la gestion informelle de crise de liquidité. C'est-à-dire, quand on est face à ces situations-là, on trouve des stratégies pour calmer le client, pour mettre le client en situation de confort, hein, pour qu'il ne soit pas. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de connexion. Alors, il y a deux possibilités, comme je viens de le dire. Soit madame va comprendre, elle ne va pas gérer. Mais il y a certaines clients, certaines clientes, lorsqu'elle va dire ça, madame Pauline viendra aussi dire à ses collègues ici: ah non, j'étais à la microfinance là-bas, euh, FM, FM, FM là-bas, tout. Elle va prendre ça, elle va aggraver la situation. Je dis que là-bas, on n'arrive plus à faire des retraits. Les autres aussi ont leur compte, seront en état de panique. Mais pourquoi on n'arrive plus à faire le retrait? Vous avez votre compte, pourquoi vous n'avez pas fait le retrait? Oh non, à niveau là-bas, on a dit qu'il y a un problème de connexion. Vous voyez? Mais d'autres déjà, ça va tirer leur attention. Mais pourquoi nous, quelqu'un à son compte, on ne veut pas faire le retrait? Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous voyez? Et les autres aussi vont vouloir venir faire la même chose de la retrait. Pourquoi? Parce qu'ils seront en situation d'inconfort. Il y aura crise de confiance. Les clientes là n'auront plus confiance à la société. C'est ce qui va se passer. Ils n'auront plus confiance à la société. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils auront aussi, même s'ils n'avaient pas le programme de lui faire un retrait, mais le fait de savoir qu'il n'y a plus de liquidité au niveau de l'agence, ils vont obligatoirement chercher à venir. Ce qui crée donc les conséquences, premièrement, crise de confiance avec les clients. Le client, déjà lui, la dame là, n'aura plus confiance, n'aura plus la confiance de l'établissement. D'accord? Il y a crise de confiance. Ok? Ça crée. Hein? Il y a perte de confiance. Voilà, on va appeler ça perte de confiance de l'agence. Deuxième moment, ça va créer l'effet contagion. C'est-à-dire, eux tous là, les dames là aussi, vont chercher à venir faire le retrait. Eux, les dames là aussi. Donc, le fait qu'elle a perdu confiance à la structure, les dames là aussi vont venir vouloir faire le retrait dans leur compte. Et ça va créer ce qu'on appelle l'effet contagion. L'effet contagion. Voyez? Le fait que la dame là n'a pas pu faire le retrait, elle a alerté les collègues du marché,
et les collègues aussi, à leur tour, sont venus faire le retrait. Et qu'est-ce qu'on va constater? File d'attente au niveau de l'agence. Beaucoup de clients vont se présenter au niveau de l'agence pour effectuer le retrait. Voyez? Et comme aujourd'hui, surtout dans l'ère actuelle, avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'Internet, tout ce que vous connaissez, ben, facilement, il y aura toujours un passant ou un quelqu'un qui va prendre, son téléphone, il va filmer la scène, puisque les dames vont venir tout autour de l'établissement, réclamer leur fonds. Et le monsieur est là, il va prendre, il va filmer et il va mettre sur Facebook avec des commentaires. Et des autres internautes, des autres clients aussi qui ne savaient pas, vont voir. Vous voyez, ils vont voir l'image qu'il y a tel établissement FM qui n'arrive plus à servir ses clients. Vous voyez? Et ça, c'est pas bon. Ça peut créer ce qu'on appelle un risque systémique. Ça peut détruire toute l'institution. Donc, FM, s'il y avait 20, par exemple, 20 agences, par exemple, comme on vient de citer à Mongali, Mukungo, Combo, d'autres agences là aussi vont subir aussi la pression. Parce que quand eux vont voir, si par exemple celui-là avait son compte à Combo, lui aussi va vouloir savoir est-ce qu'à Combo là-bas il n'y a pas un souci. Il va vouloir forcément aller se rendre à Combo pour aller faire son retrait, pour voir exactement si le même problème se répète là-bas. La raison pour laquelle, en tant que professionnel, vous devez faire extrêmement attention lorsque vous êtes un gérant, vous gérez une agence, vous êtes un chef d'agence, chargé des opérations, vous devez veiller en tout cas que vous n'arrivez pas à ces situations-là. Okay? Ça, c'est un cas on a pris, mais il y a des cas où le client peut arriver, vous l'expliquez, le client peut comprendre. Vous dites, vous l'expliquez calmement, le client comprend. Vous voyez? Mais si ça persiste, là, le client sera voilà, situation d'inconfort. Il va chercher à savoir mais pourquoi ça ne marche pas, pourquoi je n'avais pas fait le retrait. Ouais. Mais si le besoin surtout n'est pas urgent, il suffit qu'on l'explique au client. Le client voilà, peut comprendre et puis voilà, peut laisser passer pour un moment. Mais après, si le besoin persiste, si la situation persiste, c'est là où le client va perdre patience et du coup, là, ça va créer des dégâts. Parce qu'il y a des clients même qui viennent faire des dégâts au niveau de l'agence. Il vient là, il vient faire son retrait, vous dites qu'il n'y a pas un problème de réseau. Si le client ne veut rien comprendre, il peut faire des dégâts au niveau de l'agence et voilà, créer des pertes matérielles, voilà, il va casser des choses, voilà, ainsi de suite. Donc voilà le risque de liquidité, ce que ça peut créer, des pertes de confiance, surtout des clients. Ça crée l'effet contagion. D'accord? L'effet contagion, ça peut créer aussi un risque systémique. Donc, c'est d'abord le risque de liquidité, mais ça crée un risque systémique. Ça peut impacter d'autres agences. Si il y avait, on dit, 20 agences en dehors de celui-là, il y avait encore d'autres agences. D'autres agences aussi vont être impactées. D'accord? Voilà. C'est ce qu'on appelle le risque systémique. Ça va impacter. Voilà ce que je souhaite que vous reteniez sur le risque de liquidité. Maintenant, nous allons parler des méthodes. Alors, les méthodes que nous venons de citer ici, ce sont des méthodes préventives. Hein, méthodes préventives. On n'attend pas que le risque arrive pour prendre des mesures. Non. La bonne gestion de risque, surtout, c'est prendre des mesures préventives pour que quand le risque arrive, le risque n'impacte pas de manière significative. Vous voyez, si on prend par exemple ces mesures en amont, ça veut dire si par exemple on prend ces risques en amont et en aval, on n'aura pas assez de ceci. Donc si par exemple on prend ces méthodes-là, on met à planifier par exemple la trésorerie,
mettre en place un système d'alerte, c'est-à-dire un montant. Si lorsqu'on atteint ce montant-là, on doit alerter. Okay? On doit alerter d'autres agences Toto pour qu'on soit provisionné. Voyez? Par exemple, la coordination interne, ce qu'on vient de citer, créer un lien, un système, un mécanisme plus rapide, plus opérationnel au niveau des agences. Tous les agents doivent être interconnectés. Par exemple, si celui-là n'arrive pas à s'approvisionner en Congo, il peut s'approvisionner en Mongolie. Mais on peut dire, bon, toi tu es en Congo. Congo, c'est proche, par exemple, Congo, c'est proche de, par exemple, on va prendre Congo Talangai, par exemple. Congo Talangai. On va prendre un lien comme ça. Donc, si celui-là n'arrive pas à s'approvisionner, au lieu d'aller, par exemple, celui qui est à Mongali, puis directement, ainsi de suite, ce qu'on appelle la coordination interagence, créer un mécanisme plus efficace pour que ça ne puisse pas impacter voilà, la liquidité de la structure. Voilà, appliquer surtout ce qu'on appelle théorème de liquidité. Voilà, c'est un indicateur que j'ai élaboré pour vous permettre de bien faire le suivi de votre, voilà, de votre trésorerie. Supposons par exemple, on est ici, hein, ici je suis en train de vous expliquer ici le quatrième point. Ici, il suffit juste de planifier, d'accord? Les retraits, les dépôts, savoir à quel moment il faut effectuer les retraits, à quel moment il faut faire les dépôts. Voyez, il faut maîtriser la tendance. Ici, il faut avoir un système d'alerte, c'est-à-dire lorsque, par exemple, au niveau de l'agence, on se retrouve avec un solde physique, par exemple, les fonds, bon, l'argent, par exemple, 5 millions. Vous voyez? Donc, lorsque, par exemple, on a ce montant-là physique dans notre coffre-fort, par exemple, on doit faire déjà alerte pour qu'on nous approvisionne, pour qu'on ne tombe pas dans le risque de liquidité. Donc, il faut mettre en place ce système-là. Dès qu'on a ce montant-là, on alerte toute agence là-bas pour qu'on soit approvisionné, pour qu'on ne tombe pas sur ce risque-là. Donc, maintenant, le quatrième point que nous sommes en train de faire ici, il s'agit d'un outil de suivi. Okay? C'est un indicateur, on appelle le théorème de liquidité. Donc ici, il s'agit de faire le lien entre le lien, c'est-à-dire le rapport entre les entrées et les sorties. Les dépôts, supposons on a eu des dépôts de 10 millions sur une période, et retrait de 750, 7 millions 500 000. Voilà. Supposons ici, sur une période, on peut prendre une période de 1 mois. Voilà. On va prendre une période de 1 mois. Voilà comment vous allez utiliser cet indicateur-là. Vous allez faire les dépôts moins retrait divisé par dépôt fois 100. Vous allez tomber avec un montant de... Ça va donner un montant de 75, non, 25%. Voilà le taux, vous pouvez prendre la calculatrice et calculer. Voilà, c'est l'indicateur-là. Alors, il faut savoir comment l'interpréter. Okay? D'accord. Ici, en fait, on veut calculer, on appelle ça taux de liquidité, parce qu'il y a deux indicateurs. Taux de liquidité. Après, on va calculer l'indice, on appelle indice de retrait. Indice de retrait sur les dépôts. On va faire ceci. On va prendre juste ce montant-là. 7 millions, 10 millions, divisé par